Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. 15 pays d'Asie et du Pacifique signent un accord de libre-échange autour de la Chine. Un supermarché chinois a fait polémique sur les réseaux sociaux, l'enseigne a dû présenter ses excuses. Nouveau record, un pigeon voyageur vendu aux enchères 1,6 million d'euros. Chaque automne, un arbre chinois vieux de 1400 ans perd ses feuilles d'or et attire les touristes. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons à Langzhong, dans la province du Sichuan. Nous irons découvrir un café atypique tenu par deux mamies chinoises. À 83 et 76 ans, les deux femmes sont heureuses de moudre du café à la main. C'est pour elles une façon plus agréable de vivre qu'auparavant. 15 pays d'Asie et du Pacifique ont signé dimanche un important accord commercial promu par la Chine à l'occasion de la clôture d'un sommet virtuel de l'ASEAN qui avait débuté jeudi dernier. Cet accord commercial devient le plus important du monde en termes de produit intérieur brut, selon des analystes, et concernera plus de 2 milliards d'habitants. Cet accord vise à créer une gigantesque zone de libre-échange entre les 10 États de l'ASEAN, l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei, plus la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'accord comprend également la propriété intellectuelle, mais exclut tout ce qui touche à la protection des travailleurs et à l'environnement. L'Inde devait également rejoindre ce pacte commercial sans précédent, mais a décidé l'an dernier de s'en retirer par crainte de voir des produits chinois à bas prix envahir son marché. New Delhi a toutefois la possibilité de rejoindre cet accord plus tard. Le RCEP, Partenariat régional économique global, dont les membres représentent 30% du PIB mondial, serait une étape majeure pour la libéralisation du commerce et de l'investissement dans la région, a estimé Rajiv Biswas, économiste en chef pour l'Asie et le Pacifique du consultant IHS Markit. La signature de cet accord survient dans un contexte de forte crise économique en raison de l'épidémie de Covid-19 pour les 10 membres de l'ASEAN. Beaucoup de signataires luttent encore contre le coronavirus et espèrent que le RCEP les aidera à atténuer le coût de la pandémie qui a donné un énorme coup de frein à leurs économies. Dans les circonstances mondiales actuelles, le fait que le RCEP ait été signé après 8 ans de négociations apporte un rayon de lumière et d'espoir au milieu des nuages, a déclaré le Premier ministre chinois Li Keqiang après la signature virtuelle. Ce pacte, dont l'idée remonte à 2012, est considéré comme la réponse chinoise à une initiative américaine aujourd'hui abandonnée. Il consolide les ambitions géopolitiques régionales plus larges de la Chine autour des nouvelles routes de la soie. Ce pacte commercial est également largement considéré comme le moyen pour la Chine d'étendre son influence dans la région et d'en déterminer les règles après des années de passivité de la part des États-Unis pendant la présidence de Donald Trump. En janvier 2017, ce dernier avait retiré son pays du grand projet concurrent, le traité de libre-échange transpacifique, promu par son prédécesseur démocrate Barack Obama. Au cours des 7 dernières décennies, la Chine a réussi à sortir 850 millions de personnes de la pauvreté, établissant un record dans l'histoire de l'humanité. La Chine est en passe d'éradiquer l'extrême pauvreté dans tout le pays d'ici 2020, ce qui fera du pays le premier au monde à mettre fin à la pauvreté absolue. Par exemple, dans le sud-ouest de la Chine, la province du Yunnan comptait la plus grande population pauvre du pays à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, la pauvreté absolue y a été éradiquée. La province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, qui comptait la plus importante population pauvre du pays à la fin de l'année dernière, est parvenue à éradiquer la pauvreté absolue. Les 9 derniers comtés de la province sont sortis de la liste des comtés pauvres samedi, ce qui signifie que les 88 comtés pauvres de la province du Yunnan ont réussi à éradiquer la pauvreté. C'est ce qu'a déclaré Huang Yunpo, directeur du bureau provincial de lutte contre la pauvreté. Au cours des 5 dernières années, le Yunnan a déplacé environ 1,5 million de personnes de zones précaires vers des résidences sûres et stables. Des installations de services publics dans des domaines tels que l'éducation et les soins médicaux ont été construites sur les sites de réinstallation. Je préfère travailler près de chez moi parce que je peux prendre soin de ma famille tout en gagnant de l'argent. Les revenus sont à peu près les mêmes que ceux des autres provinces.
Maintenant, je peux gagner un bon revenu chaque mois en fabriquant du riz coloré. Le comté a mis en place un centre commercial en ligne pour lutter contre la pauvreté, pour nous aider à vendre nos produits. Ils placent nos produits dans la boutique en ligne, ils se vendent très bien. Nous en avons déjà beaucoup vendu. Des routes asphaltées ont été construites dans tous les 8502 villages pauvres et le réseau électrique et optique les a tous couverts. Depuis 2015, le Yunnan a nommé 48 500 premiers secrétaires et 194 700 autres cadres en poste dans des villages pauvres, y compris des représentants du gouvernement, des médecins, des vétérans et du personnel d'encadrement pour aider au travail de lutte contre la pauvreté. La chaîne de supermarchés RT-Mart a affiché dans un de ses magasins en Chine un tableau descriptif des tailles pour ses vêtements qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. L'enseigne a dû présenter ses excuses après s'être attiré les foudres des internautes. Retour sur cette affaire. Sur ce tableau, présenté comme un guide des tailles pour les femmes âgées de 18 à 35 ans, l'enseigne décrivait chaque mensuration par un adjectif. Les petites tailles étaient qualifiées de maigres, les tailles moyennes de belles et les grandes tailles de pourries et horribles. Les femmes aux tailles XXL étaient quant à elles considérées comme extrêmement horribles, indique CNN. Repérée par un client, l'image du tableau descriptif a été partagée sur les réseaux sociaux. Les réactions ont été immédiates, plus de 4 millions de vues en quelques jours et de nombreux messages d'indignation ont rapidement fait surface. Sous le feu des critiques, RT-Mart, dont l'actionnaire principal est Alibaba Group, s'est empressé de faire marche arrière. Dans un communiqué, l'enseigne s'est excusée pour l'incident et a déclaré accepter les critiques du public. Une enquête en interne a déterminé qu'un seul magasin présentait ce tableau et a été sommé de le retirer au plus vite, ajoute le Guardian. Un oiseau, l'oiseau de tous les records, un pigeon voyageur belge a été vendu dimanche aux enchères 1,6 million d'euros. L'acheteur est un Chinois. La colombophilie, avec ses concours très lucratifs, est une activité en plein essor en Chine. L'oiseau était la vedette d'une vente organisée en ligne par la plateforme spécialisée Pipa, Pigeon Paradis. C'est un nouveau record. New Kim, une femelle issue d'un élevage réputé de la région d'Anvers, est devenue ce dimanche l'oiseau de son espèce le plus cher au monde, battant un autre volatile de Flandre, le mâle Armando, vendu 1,25 million d'euros en 2019 au même acheteur, selon les dirigeants de Pipa. Nicolas Gieselbrecht, fondateur et PDG de Pipa, a déclaré « Je considère que c'est un record mondial, il n'y a jamais eu de vente à un tel prix qui soit attesté par un document officiel. Je ne pensais pas qu'on puisse atteindre ce montant, l'acheteur va sans doute vouloir l'accoupler avec des mâles », a-t-il ajouté en soulignant que cette femelle était issue d'une lignée prestigieuse. À 2 ans, New Kim, qui avait été mise à prix à 200 €, était déjà une habituée des concours colombophiles. En 2018, elle avait remporté le titre de Ace Pigeon National Grand Demi-Fond Pigeonneau, grâce notamment à ses performances au concours de Châteauroux et d'Argenton-sur-Creuse en France, selon le CV mis en ligne par Pipa. Les pigeons d'élite européens sont devenus de plus en plus populaires dans le monde ces dernières années, en particulier en Chine où le sport colombophile peut générer d'énormes gains. La colombophilie est l'art d'élever et de faire concourir les pigeons voyageurs. L'intérêt de riches acheteurs d'Asie ou des pays du Golfe a fait bondir les prix pour ces champions dont la performance consiste à rentrer le premier au bercail à l'instinct après avoir parcouru parfois des centaines de kilomètres. L'élevage colombophile est une tradition enracinée en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas ou dans le nord de la France. Elle était considérée sur le déclin avant un regain d'intérêt lié en partie à ses achats spéculatifs. Selon M. Gieselbrecht, la Belgique concentre à elle seule quelques 20 000 éleveurs de pigeons destinés à des concours de haut niveau. New Kim a été dressé dans l'élevage de Gaston and Kurt van der Roever à Berlard, près d'Anvers. Les deux éleveurs, père et fils, vendaient dimanche l'intégralité de leur colonie. Et chaque année, fin octobre, des dizaines de milliers de personnes affluent dans un temple bouddhiste en Chine pour voir un majestueux arbre, ginkgo, perdre son feuillage d'or. Ce phénomène, qui ne dure que quelques jours, a fait de cet arbre le plus beau ginkgo du monde, ainsi qu'une attraction touristique à part entière. Le temple bouddhiste Kukuan, situé dans les montagnes Tongnan de la province chinoise du Shanxi, abrite un arbre ginkgo vieux de 1400 ans qui, selon certains historiens, aurait été planté par l'empereur Li Shimin de la dynastie Tang, l'un des plus grands souverains de l'histoire chinoise.
La visite de cet arbre millénaire est une tradition très ancienne pour les Chinois, ainsi qu'un élément clé des célébrations de l'automne dans la province. Mais la diffusion des photos de ce ginkgo sur les réseaux sociaux a depuis quelques années attiré des Chinois de tout le pays, ainsi que des étrangers qui veulent eux aussi avoir la chance de le contempler en direct. En 2017, les médias chinois ont rapporté qu'environ 60 000 personnes étaient venues admirer l'arbre d'or du temple bouddhiste Kukuayin sur une période de 20 jours, de fin octobre à début novembre. Pendant cette période, le temple accueille 3000 visiteurs par jour et la demande est telle que pour garantir l'entrée, il est conseillé de réserver en ligne. Malgré ce nouveau système, les touristes font quand même la queue pendant 3 à 4 heures pour pouvoir entrer dans le temple. Après une longue période d'hibernation, le genre des films d'animation se réveille au pays du dragon. Cela a donné naissance à une série de productions originales mêlant mythologie, dystopie urbaine et esthétique de jeux vidéo. Les films d'animation chinois sont entrés dans un nouvel âge d'or. Durant le long week-end du Festival de la Lune, début octobre, les Chinois se sont précipités dans les salles de cinéma qui venaient de rouvrir après des mois de fermeture due à la pandémie de Covid-19. Ils sont nombreux à avoir plébiscité Jiangxiya, un film d'animation inspiré par un roman de l'ère Ming relatant les aventures d'un guerrier qui doit détruire un renard démon à 9 queues. Durant son premier week-end d'exploitation, ce long métrage a généré 111 millions d'euros, soit davantage que La Reine des Neiges 2 lors de sa sortie aux États-Unis. Ce récit fantastique est la suite de Nezra, une épopée mettant en scène un petit garçon né avec des pouvoirs surnaturels qui se bat contre des dragons et finit par se sacrifier pour sauver les siens. À sa sortie en juillet 2019, il a généré 624 millions d'euros au box-office, ce qui en fait la deuxième production chinoise la plus rentable de tous les temps, derrière le film d'action Wolf Warrior 2. Depuis quelques années, la Chine multiplie les films d'animation à grand succès comme Monkey King, Hero is Back, Big Fish and Begonia ou White Snake. L'animation chinoise est entrée dans un nouvel âge d'or après avoir subi une longue traversée du désert qui a duré près de 30 ans. Relève Daisy Yandu, une experte de l'animation chinoise à l'Université de sciences et de technologie de Hong Kong. Entre les années 1940 et 1960, l'Empire du Milieu faisait partie des nations les plus créatives avec la sortie de plusieurs chefs-d'œuvre comme Princess Iron Fan en 1941 ou Uproar in Heaven en 1964. Un récit poétique relatant les tribulations d'un roi singe produit par le mythique quatuor de réalisateurs One Brother. Mais la révolution culturelle est passée par là et a mis un terme à toute production culturelle originale, note Daisy Yandu. Incapable de régater avec les superproductions américaines et les animés japonais dans les années 1980-1990, la Chine s'est contentée de servir d'usine à dessin pour les studios occidentaux en quête de talents bon marché. Il a fallu attendre 2010 pour que l'État chinois se mette à promouvoir l'industrie indigène. Le gouvernement a multiplié les subsides aux studios, fermé la porte aux dessins animés étrangers et créé des filières universitaires consacrées à l'animation. L'apparition dès 2010 de portails de streaming consacrés à l'animation comme Bilibili a également contribué à faire émerger une nouvelle génération de talents chinois. Ceux-ci ont eu en outre bénéficié de transferts de savoir grâce à l'implantation en Chine de plusieurs studios américains comme DreamWorks qui a fondé en 2012 la filiale Oriental DreamWorks depuis rachetée par le groupe chinois China Media Capital et renommée Pearl Studio. Elle se trouve notamment derrière Kung Fu Panda 3 et Abominable. Résultat, l'industrie de l'animation chinoise a cru de façon exponentielle, passant de 10 à 22 milliards d'euros entre 2013 et 2018, selon l'agence d'intelligence économique Research. Une multitude de studios domestiques ont vu le jour à l'image d'Enlight Media et de Light Chaser Animation. Les films qui en sortent ont une forte identité chinoise. La plupart sont basés sur des récits mythologiques et mettent en scène des personnages fantastiques faisant partie de l'imaginaire collectif des Chinois. L'animation chinoise a également développé sa propre esthétique. Il y a beaucoup de dessins au lave-vis d'encre dépourvus de contours, ce qui les fait ressembler à des peintures traditionnelles chinoises, souligne John Lent. L'imagerie des jeux vidéo est également omniprésente. Dans White Snake, toute l'histoire est construite comme un jeu vidéo avec une série de méchants dont le héros doit se défaire pour accéder au niveau suivant. Alors que les studios occidentaux multiplient les faux pas en Chine, comme l'a démontré le récent flop du Mulan de Disney, l'industrie chinoise de l'animation commence tout juste
à déployer ses ailes. Pour finir ce journal, on se rend à Langzhong dans la province du Sichuan à la découverte d'un café très particulier tenu par 2 mamies chinoises. Grâce à l'aide du gouvernement local, elles ont pu trouver une façon plus agréable de vivre. Plus besoin de cultiver la terre pour gagner leur vie. Moudre du café à la main, c'est leur nouveau travail. On écoute leur belle histoire, c'est signé CGTN. 我今年76岁，83岁，他是什么？无耻的，人就是要劳动，行，开心。啊，今年卫生搞好的，搞好的，这搞好没？我也搞好的。我叫王淑谦，民宿就是我的名字，跟我一样，83岁，我是乌龙村的人。我叫杜玉珍，我今年76岁。欢迎啊！笑啊笑，好嘛，才能够开心笑嘛。这儿现在天天人越来越多，疫情的时候那个圈就没得人，疫情带过的时候就人就多得很。晓得那一月就卖到多少钱了？这一项天天都有，昨儿总摸到40多。你们不看还要不要尝？好，谢谢谢谢。因为我们现在的这个城市化进程已经很快了，很多城里人想回到乡村过田园生活，来做民宿、做旅游来脱贫的话，是一个比较好的一个选择。原来哪地人我们这山上条件偏没得人，这哈儿人多，外国来的也多，有10几个国家。都来过的，他说这个咖啡味道也可以，手磨的，然后，以前呢房子撇，还有建草房子，草房子建尿道，没法做。当我们最开始进来的时候，实际上他是持一个怀疑态度，就想把我的房子做成一个什么样子。当我们把这一个非常漂亮的一个院子重新展现给他的时候，他感到是非常的吃惊，他没有想到一个破院子会做出这种感觉来。一会儿就住的大堂堂的，院花也是焊过的，盖阳也是打整到过的。现在的生活变得大呀，但是你想嘛，这就是光烧菜嘛，哪得电呢，哪得去呢？你看我做到月中煮红烧酸菜、大菜，现在来说啊，就完全吃米面，还要炒点菜，炒点菜啊，弄点肉啊。现在好得很，你说吃的也好，穿的也好，啥子都好。你们吃饭没有？5点就起来，起来就来打扫这外围，扫这院坝呀。我打的那些要少一点嘛，我回去5、6点啦，我就起来，我就是有个猫啦，还有鸡啊、鸭子啊。这个也是那个说啊，柿子说啊，我的身体好。以前那个入活了，身体撇点，这会儿发就很好。现在没有打造时候嘛，这庄稼就没挣收嘛，就辛苦嘛。这会儿打造出来的，我们这会儿就有收入嘛。我要么挣1万多块钱。够用哦，这会儿我们用不完就给那娃儿拿嘛，生娃儿了也拿嘛。我们的就业者是老年人，我们中国的这个老年化社会会越来越严重，那么老年人的下一步的就业会成为一个方向，让他们呢智力更深。第二个呢，就是我们对普通的游客的这种爱心呢，找到一个落实落地的一个地方，就是说您能够喝一杯我的咖啡，我就给中国扶贫基金会捐款5元。他这个越来越帮助人才多嘛，好嘛。大小比较均匀，然后颜色比较一致，好不好看？好看，我有点不毛。想不想学这个？人就是要劳动，不能啷个辛苦啊，不苦，走出走得还好。他这个民宿只要不垮，不生病，有法做，这个请巧克就可以少嘛。我退休啊是没法做的。这会儿有80几的人了，83，有法做的就能做嘛。产业发展也好，乡村治理也好，最终的一条还是农民的自信。当他们有了信心之后，他们对自己的身体、对未来的生活充满希望，一切都变得很美。人来人去也多，过得也开心。
也热闹，一回事，天天都开心的。Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour retrouver toutes nos vidéos, rendez-vous sur mandarintv.fr. Prenez soin de vous. Très belle journée et très belle soirée sur Mandarin TV.